Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Il y a encore des camarades qui vont arriver. Vous savez que au février dernier, le 4 février dernier, on avait tenu ce qu'on avait appelé une convention nationale, une conférence nationale, pour acter la création d'un réseau militant qui a pris pour nom Gauche démocratique et sociale, dans la foulée de la campagne que nous avions menée sur la campagne autour de la candidature de Gérard sur les primaires de la gauche. Et au cours de cette campagne, même si nous n'avions pas réussi in fine à nous présenter, nous avions senti que ce que nous disions rencontrait un écho qui dépassait largement ce que nous étions jusqu'à présent, et que cela débordait aussi au-delà des seuls militants du Parti socialiste, puisque le noyau qui anime la revue Démocratie et Socialisme est pour l'essentiel membre du Parti socialiste, mais on sent bien qu'il y a des choses qui se passent, et on en rediscutera évidemment assez largement sur la question de la situation politique. Et donc il nous a semblé important de créer ce réseau avec toutes celles et tous ceux qui, à gauche, quelle que soit leur appartenance politique, acceptent de travailler, d'échanger, et puis d'agir ensemble. Bon. Donc là, on savait bien que la date n'était pas obligatoirement la mieux choisie, mais il nous semblait quand même important, avant de partir en vacances, les uns les autres, je l'espère, que chacun pourra prendre des vacances, que tirer un peu le bilan de toute la séquence électorale qui vient d'avoir lieu, et puis se préparer à la rentrée, et donc définir un peu quelles sont nos tâches dans un paysage politique français qui est globalement chamboulé, bouleversé, et plus particulièrement à gauche en ce qui nous intéresse. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de tenir ce qu'on a appelé un conseil national. On ne cherchait pas à être le plus nombreux possible, on cherchait à ce qu'il y ait une représentation géographique pour pouvoir échanger et puis prendre un certain nombre de décisions ensemble. Ce matin, Gérard essaye de nous rappeler d'où nous venons, qui nous sommes. C'est important peut-être d'échanger entre nous parce que nous n'avons pas tous une histoire commune depuis 40 ans. Il y en a que ça peut être depuis 40 ans, d'autres depuis 30, d'autres depuis 20, depuis 10, et puis d'autres peut-être depuis 6 mois. Donc il faut évidemment s'imprégner de cette histoire qu'on a construite, mais qui évidemment se poursuivra avec celles et ceux qui sont là, évidemment. Je crois que je peux la situer aux origines de la revue, parce que c'est plus simple que ça. C'est la permanence de tout ce qu'on a fait. On a pris une méthode qui était pas originale. C'est que pour agir, on avait une revue, et la revue était la constance de ce que nous défendions. C'est important, ça fait 24 ans qu'elle existe, cette revue. Et quand il y a sur Internet ou les réseaux des gens qui disent « Ah, vous avez défendu tout, vous avez cautionné tout ce qu'a dit le Parti socialiste », ma réponse et notre réponse est toujours la même. Nous ne sommes comptables que de ce qu'il y a dans la revue. Voilà. Nous nous sentons dans le Parti socialiste parce que c'est un parti pluraliste et c'est un parti où on est élu à la proportionnelle. Quand ça n'existe pas dans un parti, c'est très difficile de faire ce que nous avons fait depuis 24 ans. Alors il y a 24 ans, on était 120, 130 dans un stage à Castelnaudary, près de Revel, on a décidé collectivement d'adhérer au Parti socialiste ce jour-là, enfin 3 jours de stage. Les gens qui sont venus pour nous prier d'adhérer au Parti socialiste vont vous faire sourire, puisqu'il est venu Jean-Luc Mélenchon nous dire adhérer, il est venu Julien Drey nous dire adhérer, il est venu Harlem Désir nous dire adhérer, il est venu Malek Bouti nous dire adhérer, il est venu un dirigeant qui était ensuite aux côtés de Lula au Brésil, qui s'appelait Luis Fabre, vous pouvez l'écouter dans les réseaux sociaux, qui nous a expliqué que c'était le meilleur choix qu'on pouvait faire. Il y avait un vieux dirigeant trotskiste qui s'appelait Pierre Brouet, et qui a écrit beaucoup de livres sur l'histoire, qui était là également, et qui nous encourageait dans cette voie. Et on a pris 3 jours de débat, on faisait le bilan de ce qu'on était, de ce qu'on pouvait faire. Et
Et on a voté, je crois que c'était à 94% des voix, un vote soviétique, l'adhésion au Parti Socialiste. Mais c'est comme ça que ça s'est passé, et j'ai envoyé une lettre au nom de nous à Henri Emmanuelli, qui était à l'époque le premier secrétaire, on est en 94. Et on lui a dit on veut voir, et il m'a réussi à me retrouver en vacances au mois d'août à Perpignan, et il nous a dit on se voit tout de suite. Et donc on l'a vu le 6 septembre, on est deux survivants de cette affaire, Eric était avec moi, et il nous a reçus dans les bureaux nationaux qu'il occupait, et je me rappelle l'une des phrases, d'abord il nous a pas laissé parler. Ça, c'est clair. Il a parlé tout le temps, donc on avait du mal à lui expliquer ce qu'on voulait. Et il nous a cassé du dos sur Nota. Je me rappelle, qu'est-ce que c'est que cette syndicaliste, qu'on n'est pas une de merde, etc. Enfin, c'était le genre Henri Emmanuelli, hein, pour ceux qui l'ont connu. Et puis après, il nous a dit, bienvenue avec vos très grandes qualités et vos tout petits défauts. Alors, très grande qualité, on pensait tous, parce qu'on était militants. Tout petit défaut, c'est qu'il y avait Trotsky sans lettres rouges qui clignait sur notre front, et que ça semblait être un petit défaut, mais ceci dit, on s'est quand même installé à peu près à 120, 140, 150 dans le Parti Socialiste, à peu près dans des régions, vous verrez Jean-Yves Lalanne, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin bon, voilà, on se connaît quand même un peu. Et à partir de ce moment-là, on s'est retrouvés en face à face à ce qui s'appelait déjà la gauche socialiste, et qui à cette époque-là, c'est la première gauche socialiste, était dirigée par Laurence Rossignol, Harlem Désir, Julien Drey, Jean-Luc Mélenchon et Marie-Noëlle Lienemann. Et on a mis un petit bémol avant de nous mettre d'accord avec eux, démocratie et socialisme et gauche socialiste. On a mis un petit bémol parce qu'il y avait un débat sur l'Europe, et qu'à l'époque, Mélenchon était pour Maastricht. Et donc on ne voulait pas nous retrouver avec eux s'il n'y avait pas une clarification sur Maastricht. Donc bien qu'on arrive en 94 au Parti Socialiste, c'est en 1995 qu'on fusionne avec la gauche socialiste. Et on clarifie d'abord cette question. Et ça va être un peu hard parce qu'on va être un stage à Brioude. Raymond vient cet après-midi, c'est lui qui avait organisé le truc. Et le stage à Brioude, on était 500 je crois. Et le débat, le stage a failli éclater en deux. Parce que Mélenchon a dit d'abord qu'il fallait faire un accord avec l'Allemagne pour défendre l'Europe, et qu'il fallait réduire l'Europe pour mieux continuer l'Europe, et que c'était ça le sens de Maastricht. C'était pas tout à fait notre vision à l'époque, et donc le stage s'est séparé au milieu du stage, puis après c'est rabiboché, et nous avons fusionné avec une direction commune, et qui a donné un texte qui permettait de sauver Mélenchon, et le titre était « Tourner la page de Maastricht ». Donc on l'agonisait pas parce qu'elle avait voté pour, mais on disait qu'on pouvait plus le défendre. Et ce texte, nous l'avons soumis à une convention du Parti Socialiste en 1996. Jospin venait prendre la direction après la présidentielle, 95-96. Et ce texte, nous venions d'arriver, et il a été majoritaire au Parti Socialiste. 52% des voix pour tourner la page de Maastricht. Et à tel point que la convention qui suivait, la direction n'avait pas vu venir, Jospin non plus. Et d'ailleurs, Jospin était venu voir, il m'a dit « Mais qu'est-ce qu'on fait, Gérard ?» Moi, je n'étais pas encore habitué à toutes les... Et il me dit « Et si on comptait l'abstention ?» Alors, mes neurones ont fonctionné à toute vitesse pour comprendre que si on comptait l'abstention, le texte qu'on avait à 52% allait arriver vers 42%. Et qu'il ne serait pas majoritaire, et que ça protégeait Lionel Jospin et la direction du Parti Socialiste de dire partout en Europe, le Parti Socialiste veut s'affronter à l'Europe libérale. Cette anecdote a du sel, quelque chose comme 25 ans après. Moi j'avais dit oui à Jospin parce qu'on n'avait pas le choix. D'abord Jean-Luc Mélenchon et Drey disaient oui aussi, Lienemann aussi, et puis on ne pouvait pas revoter dans la Convention, parce que dans la Convention on était minoritaire. Tandis qu'après, on pouvait sortir de la Convention en disant on a eu 52% des militants, il n'y avait plus de vote dans la Convention, puis eux ils disaient on a 42%. Nous avons appris le premier compromis dans le Parti Socialiste, dans cette bataille, comment on pouvait à la fois défendre nos positions, et à la fois on était obligé de subir le poids de l'appareil tel qu'il était. Ça a été plus dur pour la deuxième convention, c'était celle sur les 35 heures en vérité, en juin 96, puisqu'en juin 96, on défendait les 35 heures. Alors là, c'était notre rapport à nous,
parce qu'on avait fait une pétition avant, avec Démocratie et Socialistes, sur les 35 heures sans perte de salaire. C'était très important, le sans perte de salaire, parce qu'à l'époque, ceux qui se souviennent, c'était le débat clé. Et Henri Emmanuelli l'avait signé. Mais Jospin n'était pas pour. Et Aubry, surtout, n'était pas pour, puisqu'elle venait au congrès de Montpellier de se faire siffler, parce qu'elle avait dit « je vais me faire siffler, parce que je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas défendre les 35 heures ». Au moment où Nota proposait les 32 heures par la loi, en espérant que c'était une position qui serait minoritaire parmi les adhérents de la CFDT, et elle a été majoritaire. Nos camarades y étaient pour quelque chose à l'époque. Le congrès de Montpellier, on peut dire que c'est le dernier grand congrès démocratique de la CFDT, et celui où on a raté d'en prendre la direction de justesse, parce que en vérité, la direction de la CFDT était partie de son congrès avant la fin du congrès. L'opposition qui restait maître au moins pendant une journée n'a pas pris la direction de la CFDT et n'était pas préparée à le faire, alors que pourtant là elle était archi majoritaire. Ça aurait peut-être changé l'histoire du syndicalisme de notre pays, mais ça c'est le passé. Martine Aubry était contre les 35 heures, on défend les 35 heures en juin 96 et on obtient à peu près selon les amendements entre 17 et 33%. Voilà, on n'était plus majoritaire. Et Jospin avait changé la règle du jeu pour pas que ça se reproduise comme en février. Tous les amendements impliquaient de voter pour le texte ou contre le texte. On ne pouvait plus amender et faire le vote que sur les amendements. Et la troisième convention était du même type. On apportait le droit du travail dans la gauche socialiste parce que, sans ironie, Mélenchon se foutait complètement des questions de droit du travail ou des questions sociales à l'époque. Julien Drey aussi. Et nous, on apportait, et on était un peu insistant et perçu dans la gauche socialiste comme le courant qui apportait les questions sociales, dont les 35 heures, le contrôle sur les licenciements, le renforcement du code du travail, etc. Toutes ces questions dont on a beaucoup parlé ensuite, on les introduisait dans le Parti socialiste. Je dis ça parce que parfois on nous dit qu'est-ce que vous avez foutu en 25 ans? Est-ce que ça a servi à quelque chose? À plusieurs reprises, et je vais essayer de le faire voir, nous avons servi à quelque chose. Et à ce moment-là, la preuve, c'est que dans la convention de décembre 96, il y avait 3 grandes conventions à cette époque. C'était des vrais débats, qu'on a perdu une fois que Jospin a été battu. Mais c'était des vrais débats, et là aussi encore, nous avons eu entre 17, 18, 23 et jusqu'à 33-35% des voix sur des amendements que nous avions rédigés et qui étaient tous des amendements aujourd'hui qui paraîtraient révolutionnaires dans le Parti socialiste. Mais qui étaient tous des questions sociales décisives, dont la question des 35 heures sans perte de salaire. Lionel Jospin s'opposait, mais j'ai vu des moments donnés avec des débats où ils avaient des réunions eux, et ils disaient mais si on est contre ce qu'ils disent, c'était nous, si on est contre ce qu'ils disent, ils vont être majos. Donc après notre victoire de février-mars 96, ils n'avaient peur qu'on soit souvent majos. Donc ils recouraient à des blocages pour qu'on ne le soit pas. Et puis après est arrivé, vous le savez, novembre-décembre 95 a beaucoup compté. C'était un peu avant, parce que c'est une sorte de mini mai 68. Vous savez, si Jospin a gagné en 97, je ferai mes commentaires après, c'est à cause de novembre-décembre 95. C'est un effet différé. C'est pas seulement que Chirac a eu envie de dissoudre un beau matin, c'est qu'il pouvait plus gouverner dans la même situation, et que le rapport social qui était sorti de l'affrontement avec Juppé, sur la Sécu et sur les retraites, était un rapport social défavorable pour eux. Mais du coup, il a pénétré le Parti socialiste. Je le dis parce que c'est la différence entre un parti bourgeois et un parti ouvrier bourgeois. C'est qu'il y a une base. Et donc, quand nous sommes arrivés, nous sommes aperçus qu'il y avait une base, et nous avons fusionné un peu avec la base, et donc aussi fusionné avec la gauche socialiste, parce que quand on est arrivé là, à tourner la page sur Maastricht et à défendre des questions centrales sur le droit du salariat, on était une gauche socialiste assez forte. Et il faut bien se le comprendre, parce que moi, j'étais comme beaucoup de gens devant ma télévision quand Chirac a dissous, je crois que c'était un vendredi soir, en avril 1997, et que Jospin parlait au nom du Parti socialiste dont il est devenu le premier secrétaire. Il parlait à la télévision, c'était devant Anne Sinclair, une émission qui s'appelait 7 sur 7, et devant la télévision, il engageait sa campagne, c'était la première émission de campagne législative, et il a dit, nous allons défendre les 35 heures sans perte de salaire.
faut vous dire que pour nous, c'était un succès, parce que nous étions les seuls jusque-là à avoir bataillé pour ça. Et le fait qu'il le reprenne, c'était à la fois parce qu'il était en nécessité de faire une campagne, donc il dirigeait lui-même la campagne, et il reprenait en fait les positions de la gauche socialiste. Alors il y a eu une seule discussion directe avec lui, c'était une fois Jospin plus Mélenchon, Lindemann, Désir et Drey et moi, on était 5, pendant 3 heures avec Jospin qui était dans un café du boulevard Saint-Germain. Jospin était capable de ça, et il aimait ça. C'est-à-dire qu'il nous a affrontés tous les 5 pendant plus de 3 heures, 3 heures et demie. On a fait tous les bilans, tous les trucs, etc. C'était une des discussions les plus passionnantes que j'ai eues dans ces années-là. Et ça a dû matricer quelque chose, puisque on avait réussi à influencer le premier secrétaire et qu'on défendait les 35 heures sans perte de salaire. Bon, vous savez la suite, ça a été gagné. Les 35 heures ont été mises en œuvre dans des conditions mauvaises, puisque la contre-offensive de la droite, c'était Strauss-Kahn. Il a exigé que ça soit en 2 lois et pas en une seule loi. Et ensuite, qu'il y ait la priorité au contrat, que ça ne soit pas par une loi. C'était déjà le débat que nous connaissons depuis 20 ans, puisque Martine Aubry a d'abord fait les contrats, c'était la loi de 98, et la loi s'appliquait à tout le monde, c'était décembre 99. Je vous signale que cette histoire-là est vachement importante, parce qu'elle matrice aussi le patronat. Martine Aubry avait dit au patronat, elle était à l'époque à travailler avec Gandois, parce qu'elle était DRH de Danone, et elle lui avait dit non, Jospin n'imposera pas les 35 heures par la loi. Et quand Jospin reçoit le 10 octobre 1997 la totalité du patronat, il leur dit il y aura une loi. Et Gandois sort sur le perron de Matignon et dit je démissionne de mon poste de dirigeant du CNPF parce que nous avons été bernés. En aparté, il dira c'est la petite qui nous a bernés. La petite, c'est Aubry. Mais Aubry était sincère parce qu'elle espérait qu'elle ferait changer Jospin. Et ils se conjuguent leurs efforts. Et quand Gandois démissionne, il dit il faut nommer des tueurs à ma place, parce que nous allons mener la guerre au gouvernement Jospin contre les 35 heures. C'est là que le CNPF devient MEDEF. C'est là qu'une partie change dans le patronat français, dans sa propre histoire, entre le vieux patronat, maître des forces, et le début de la prise en main par la finance. Alors d'abord c'est le baron Louis Seyer, puis ensuite ça va être avec Denis Kessler, ensuite ce sera Parisot. Et puis quand ils vont faire un truc qui va s'appeler la refondation. Pendant 2 ans, le CNPF va se refonder, et tous les thèmes que nous avons aujourd'hui dans la lutte sur le code du travail, etc., vont être élaborés par le patronat à ce moment-là, qui mène effectivement la guerre au gouvernement Jospin, et qui n'a cessé de l'amener jusqu'en ce moment où il pense remporter toutes les victoires. Mais la jeunesse, disons, de la période dans laquelle on commence en 97, jusqu'à aujourd'hui, c'est là 20 ans. Le MEDEF va faire la guerre aux 35 heures, mais va avoir du mal. Et nous, on va tirer sur les 35 heures à gauche, de façon normale. C'est-à-dire qu'on va critiquer la première loi, on va rédiger un autre projet de loi de Martine Aubry, et pour la deuxième loi, ça sera pareil. Et vous avez oublié, mais dans les médias, ça se faisait beaucoup. On avait des interviews, il y avait des réunions, etc., etc. Et on animait la gauche socialiste en faveur de vrais 35 heures par la loi applicable et en reconstruisant un code du travail autour. Et on était les seuls dans la gauche socialiste à le faire, parce que à l'époque, ni Mélenchon, ni les autres camarades nous le soutenaient beaucoup, et même nous regardaient avec curiosité, et même parfois dans notre dos disaient ils vont un peu loin. Hein. C'est-à-dire que ça nous a valu, avec démocratie socialiste, d'être un tout petit peu marginalisé dans la gauche socialiste, et un tout petit peu caractérisé comme le courant syndical. C'était même la dérision, quoi. Ouais, mais t'es un syndicaliste. Ça nous flattait. Pour eux, c'était plutôt une insulte. Et ça nous a permis de tenir à l'intérieur de la gauche socialiste jusqu'à la fin du gouvernement Jospin, où on croyait tous qu'il allait être réélu. Et d'ailleurs, il le méritait. Et s'il était au deuxième tour, il aurait été réélu. Il gagnait la présidentielle. Ceci dit, il l'a perdu aussi parce que sur la question des 35 heures, il n'est pas allé jusqu'au bout. Il a été pressionné par nous d'un côté. On a pesé. On a fait des changements. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Et puis de l'autre côté, par les Strauss-Kahn et Aubry elle-même, qui restaient sur des 35 heures négociées, prudentes, non contrôlées, avec de l'argent donné en échange, etc., etc. Ce
qui fait que, tout le monde a oublié, mais 10 millions de salariés n'ont eu les 35 heures sur leur feuille de paye que le 30 janvier 2002, 3 mois avant la présidentielle. Les autres l'avaient de façon négociée, mais ils étaient quelques centaines de milliers. La loi s'est appliquée seulement à ce moment-là. Ce qui fait qu'en fait, ils ne pouvaient pas bénéficier de l'avantage de les avoir faits. Ils n'avaient que l'image de les avoir faites sans les avoir faites. Ce qui explique sans doute le fait qu'il ait stagné, en plus de la division électorale qu'il y avait. La division électorale a compté pour beaucoup, hein. Il n'a été battu que de 196 000 voix. Le reste, s'il avait pu vanter les 35 heures, en fait, sans doute, c'est important de le voir comme ça, parce qu'on dit toujours c'est parce que il va trop loin, ou c'est parce que une partie de l'électorat serait droitier. Non, c'est pas ça. Les gens auraient voté encore plus s'il était allé jusqu'au bout sur les 35 heures. L'affaire est prouvée, c'est la même question jusqu'à aujourd'hui. La même question. Bon, alors après, quand il a été battu, là, est rentré une période extrêmement difficile. Alors on s'est retrouvé avec Hollande au congrès de Dijon, et là, c'est pas nous, on a préservé la gauche socialiste comme on pouvait, pendant les 7, 8 années, 9 années qui suivaient, parce que la gauche socialiste a éclaté du fait d'un conflit de personnes entre Drey et Mélenchon. Alors c'était pas un conflit politique, parce que moi j'avais rédigé en notre nom à tous des thèses pour que la gauche socialiste continue. Il y a eu une assemblée à Nantes, c'est Eric qui l'organisait. Là on était 8 ou 900, un amphithéâtre dément. Fait voter des thèses politiques avec une orientation qui a été votée à l'unanimité. Mélenchon était aussi en bas à droite, Drey à gauche, Marie-Noëlle qui arrivait tard un peu plus au-dessus, et tous les autres étaient dans la salle. Tout le monde se lève pendant un quart d'heure pour dire vive la gauche socialiste après avoir adopté un texte d'orientation à l'unanimité. Et quand ils sortent de là, Drey et Mélenchon s'engueulent dans les médias, en gros l'autre est un pourri, l'autre est un ceci, l'autre est un cela. Le fond de la divergence était vraiment triste, c'est que Drey choisissait Hollande et Mélenchon choisissait Fabius. C'est-à-dire que, alors qu'on se battait pour que n'ait pas des écuries de candidats à la présidentielle, on essayait de se battre sur le fond et ensuite d'interpeller des candidats à la présidentielle pour voir s'ils étaient en accord avec nous et de peser comme on l'avait fait. Les deux avaient évolué et ils disaient qu'il fallait être d'emblée dans les sillons du présidentialiste, du candidat, pour pouvoir peser davantage le coup suivant. Et la divergence a été leur ralliement au système du candidat président comme délimitant tous les camps du parti. Et c'est pour ça que la rupture s'est faite entre Mélenchon qui joignait Fabius, Marie-Noëlle qui est plutôt allée du côté de Fabius, et Drey qui est allé du côté Hollande. La dernière discussion que j'ai pu parler à Drey pendant 9 ans, c'était quand il m'a dit viens avec moi chez Hollande, ça sera une direction faible et nous en serons la force, toi et moi. Mais pour ça, romps avec tous tes amis. Je lui ai dit, je ne sais pas être conseiller du prince. Le conseiller du prince, un jour, disgracié un autre jour. Je ne sais pas militer comme ça, et nous avons pu, et nous avons continué, démocratie et socialiste, dans une gauche socialiste éclatée, 2003-2004, qui a d'ailleurs fait que même la campagne de 2005 pour le non au traité européen a été éclatée. Puisque à l'intérieur, on a dit voter pour le non. Je rappelle que de l'intérieur du Parti Socialiste, quand on dit vous servez à rien, 42% ont été pour le non. Et je me souviens que là où nous étions, alors on s'était partagé entre Nouveau Monde, côté Emmanueli, et moi j'étais allé avec Payon, Montebourg et Drey, et Hamon. Et voilà, il y avait deux. Moi, je me battais pour la fusion de Nouveau Monde et de Nouveau Parti Socialiste. Dans Nouveau Parti Socialiste, le jeu, la position pour le non n'était pas du tout acquise. À Fouras, il n'y avait même pas eu de discussion en direction quand on a décidé le non. Montebourg était pour le non. Payon était pour le oui. Hamon ne savait pas. Et quand il y a eu le rapport, c'est Montebourg qui a fait la tribune, qui a invité Paul Aliès pour qu'il fasse un truc qui était excellent pour le non. Et Payon et les autres se taisaient. Et quand il y a eu une discussion, il y a Yvette Roudy qui est intervenue, qui a bouleversé la salle en disant, écoutez, on est socialiste, on ne peut être que pour le oui, sinon on n'est plus socialiste. Alors dans la salle, c'était une salle absolument pas préparée, hein, c'était Fouras,
C'était pas la gauche socialiste, c'était pas Nouveau Monde. Là, c'est comme si on reprenait le débat avec Mélenchon et tout ça. Et dans cette salle, il y avait 800 personnes. Et ça fait une houle. J'ai eu peur que Yvette Roudy l'emporte. Bon, j'avais levé le main parce que ça s'est vraiment passé comme ça. Et Montebourg a triché avec tous les inscrits et m'a donné la parole, ce qui fait que j'ai pu remonter la salle en parlant et en disant je suis comme Yvette Roudy, je suis européen, je suis comme Hugo, je suis comme Trotsky, je suis pour l'Europe. L'Europe, sans l'Europe, nous ne sommes rien. Mais nous ne voulons pas de cette Europe-là. Et ça a retourné la salle, je le dis comme ça pour ceux qui étaient là et qui peuvent s'en souvenir. Et ça a basculé à la tribune parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et la tribune a finalement, il est sorti qu'on était pour le non. Mais après, ça a eu des résultats différents dans le comportement de tout le monde. Mélenchon, qui était encore hésitant et Fabusien, alors Fabius justement ne voulait plus, savait plus trop ce qu'il allait faire. Mélenchon a fait une campagne avec un peu de retard sur le thème « Pour moi, c'est non ». Alors ça voulait dire, c'est un cas de conscience exceptionnel, je ne romps pas avec le socialisme, mais c'est pour moi, c'est non. Et nous, on a fait une campagne avec Marc Dolez et Jacques Généreux, qui était pour un non socialiste, qui était mouillé le Parti socialiste dans le non. Et Emmanueli hésitait, il était contre faire campagne, parce qu'il a toujours été comme ça, et il a fait campagne sur « cette fois, c'est non ». Faites bien attention, parce que les trois positions impliquaient trois comportements différents vis-à-vis du non. Quant à NPS, il ne faisait pas campagne du tout. Alors Payon exigeait qu'on ne fasse pas campagne. La première fois, quand on a eu 42%, j'étais à côté de lui, je lui ai dit, au BN, je lui ai dit, ça, le non va gagner. Il m'a regardé, parce qu'on l'avait mis dans DS en décembre 2004. Le non va gagner. Et il m'a regardé comme si on était un fou. S'était battu. Je lui ai dit, regarde la décision de tous les syndicats, le non va gagner. Et lui, il était pour le oui, il s'était tué dans NPS pour pas se faire minoriser. Et Hamon hésitait, et non, aucun des deux fait campagne. Et Montebourg non plus. J'avais eu droit à un beau coup de téléphone de Montebourg quand j'étais avec Dolez et Généreux à Nîmes. J'avais mis le son pour les deux autres. C'est « Ah Gérard, quelle belle campagne tu fais. Ah c'est magnifique, je voudrais faire comme toi. Mais je ne peux pas. Ah si je pouvais, je ferais autant de meetings, c'est bien. Mais les autres ne veulent pas que je le fasse. Alors je me plie. Mais tu as raison, continue. » Voilà. C'était à peu près le seul soutien qu'on avait eu pour faire 80 meetings devant 35 000 personnes en 2 mois. Et le non a quand même marqué toute l'histoire suivante. Et après, comme on se battait pour la fusion de Nouveau Monde et de Nouveau Parti Socialiste, Emmanueli un jour a fini par céder. Il nous a invités avec Généreux et Dolez, et il nous a dit on fusionne. Avec Payon, j'ai rencontré, on se met d'accord. On n'a pas bien compris de quoi il s'agissait. Mais enfin, il ne s'agissait pas de fusionner avec nous seulement, il s'agissait de refusionner avec Hollande et de préparer la synthèse au Congrès du Mans qui se tenait fin 2005. Et au Congrès du Mans qui se tenait fin 2005, on a été vraiment roulés dans la farine. D'une part parce qu'on n'avait pas pu venir. On voulait une gauche socialiste forte, c'était toujours notre point de vue, pour pouvoir peser comme l'expérience antérieure nous l'avait apprise. Et on a été roulés dans la farine. Emmanueli avait conclu l'accord avec Hollande. Ils ont fait l'accord dans la commission des résolutions entre 3h15 du matin et 3h30 du matin. À 3h du matin, Dolez m'appelait encore, on logeait au Mans, pour me dire il n'y aura pas de synthèse. 3h, un quart d'heure avant 4h. Ils avaient réussi, tout était combiné, ils avaient réussi à m'écarter de la commission des résolutions, parce que moi j'étais capable de tenir toute la nuit, j'étais un des rares. Et donc une fois qu'on m'avait écarté, c'était un petit peu plus beau dans la résistance, et Mélenchon était pour la synthèse. Je dis ça pour les mémoires qui tiennent. Et Marie-Noël était pour la synthèse, tous étaient pour la synthèse. Le seul qui n'a pas voté la synthèse cette nuit-là, c'est Montebourg, qui au petit déjeuner le matin nous a quand même dit j'ai fait la connerie de ma vie de ne pas la voter. Mais elle n'était pas votée, et à ce moment-là, Emmanueli nous a virés du bureau national, Éric étant le témoin de la réunion brutale pendant laquelle, enfin c'était un restaurant, mais pendant laquelle ça s'est fait, et nous avons été écartés du bureau national de 2005 à finalement 2012, 7 ans. Ce qui nous a rendu plus difficile d'agir. Bon, mais quand même, on s'est battu comme on pouvait sur les questions des retraites.
on s'est toujours trouvé en pointe, comme c'était en novembre-décembre 95. Et là aussi, on apportait, parce qu'on faisait bouquin sur bouquin, analyse sur analyse, et souvent on a pesé dans le contenu, là aussi, jusqu'en 2010, parce qu'il y a la bataille de 2003, il y a la bataille de 2007-2008 contre Sarkozy, et il y a la bataille de 2010 qui est la plus importante sur la question des retraites, où là, on tient, on verrouille tout, parce qu'on ne veut pas lâcher les annuités, et on ne veut pas lâcher la retraite à 60 ans. Ça nous amène quand même à avoir une force suffisante socialement et une visibilité suffisante pour que quand il y a le congrès de 2012, bon là nous avons un petit débat pour savoir si nous faisons une motion tout seul ou si nous faisons une motion avec Morel, Lindemann et les autres. De toute façon, Hamon ne veut plus et Montebourg ne veulent plus puisqu'ils sont au gouvernement. Quand on appelle à faire une motion quand même avec Morel de façon un peu chaotique et avec Marie-Noëlle Lindemann, on a toujours la même lignée, nous autres, c'est toujours démocratie socialiste. On a tenu tous ces années-là contre vent et marée, avec les moments où on gagne, c'était le non, les moments où on pèse, c'était les 35 heures, les moments où on influe, c'était sur les retraites. On arrive quand même au moment où Hollande a gagné. Alors il y a des anecdotes qui montrent quand même qu'on n'était pas toujours extérieur à la pensée des dirigeants. C'est que même dans la campagne de Hollande, à un moment donné, quand il craint, c'est-à-dire il y a l'affaire Mera à Toulouse, et que là on ne sait pas comment ça va tourner, et qu'on est à 1 point ou 2 points, etc. Bon, il fait quand même des signes pour savoir si on serait prêt à parler, la gauche du parti, dans un de ses meetings pour... Bon, il va y avoir une cabale autour de lui qui dit que s'il fait parler la gauche, il faut qu'il fasse parler la droite du parti, donc ça va se terminer par le fait qu'il fasse parler personne, mais à ce moment-là, tout le monde est dans la bataille. Et quand il arrive, la question est, on se méfie évidemment de Hollande, comme on s'en méfiait depuis 12 ans, quoi. Mais moi, jamais je me suis, peut-être, je ne sais pas si je parle à mon nom là, ou à notre nom collectif à tous, moi jamais j'aurais pensé qu'il ferait si mal. Je pensais que c'était un sous-Jospin, qu'on aurait quelques avancées et que le reste serait mou, plus mou et moins bien que Jospin, mais je ne pensais jamais que ce serait à ce point. Et quand on fait la motion pour le congrès de Toulouse, on est en novembre 2012, vous vous rappelez, là il y a quelqu'un qui nous menace, vraiment, c'est Benoît Hamon, qui dit, si vous faites une motion, on vous écrasera. On vous ramènera à 4%. On n'aura pas le droit de... Parce qu'ils sont au gouvernement. Ce qui est aussi la position de Montebourg. Faire une motion alors qu'ils sont au gouvernement, ils le prennent comme une rupture et une défaite. Et Emmanuel dit non, il ne faut pas le faire. Puis finalement, il laisse faire parce que Benoît Hamon dit on ne peut pas les empêcher complètement et tout. Et puis surtout, ils pensent qu'il n'y a plus besoin de motion de courant parce qu'ils ont 20 députés. Dans les 20 députés, il y aura Stéphane Travert, l'actuel ministre de l'Agriculture. Et les 20 députés en question, il y aura Denis Robillard qui va casser l'inspection du travail. Les 20 députés, ils disent on va faire un groupe parlementaire, c'est mieux que d'avoir un courant et une motion. Ils ne le feront jamais. Mais moi, j'assiste à la première réunion avec Emmanuel, les 20 députés. Ils jurent que c'est la force maintenant à l'Assemblée et qu'ils font canner le parti au Parlement. Ça ne se fera pas. Notre motion avec Morel aura 13,5%, 13,7%. Et je reviens au Bureau national, rescapé après 7 ans ou 8 ans de mise à l'écart. Et on va se battre, comme vous le savez, contre Hollande pas à pas. Je crois que notre bilan de ce point de vue, parce que l'autre jour j'ai fait une gueulante qui a fait du buzz, mais il y a de quoi, parce que même quand on a commencé à se battre, toujours sur les mêmes questions, contre l'ANI, l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, vous voyez bien le calendrier, et ben ça bougeait pas trop, même dans la motion que nous avions fait avec Emmanuel et Marie-Noëlle. Il a fallu secouer la baraque pour qu'on prenne au sérieux la question de l'ANI et de la loi Sapin et du début d'attaque que ça représentait contre le Code du travail. On a d'ailleurs failli engranger un mouvement de masse important, puisque le 6 mars, il y a une manifestation contre le gouvernement Ayrault et l'ANI, et le 9 avril, il y avait une autre manifestation, et c'est Mélenchon qui a cassé ça. Pour ceux qui n'ont pas de mémoire, il a appelé à partir de la fin du mois de mars à une manif qui s'appelait Du Ballet, et qui avait lieu le 6 mai 2013. Moi, j'étais foudrage parce que
nous étions en train, à partir du mouvement de masse, d'essayer de construire une résistance unitaire, syndicale et de mobilisation sociale contre l'ANI, et lui, il faisait une manif de protestation globale contre Hollande sur le thème du ballet. C'est deux niveaux, mais deux niveaux qui se cassent. Pas des niveaux qui se complètent. C'est pas le même type de travail. Il le fera une deuxième fois sur la question des retraites face à la loi Hérault qui rajoute une année de cotisation à la fin 2013. On mettra en route un processus unitaire pour défendre à nouveau les retraites et Mélenchon va appeler à une manif contre l'augmentation de la TVA le 1er décembre 2013, qui est absolument à contrario de ce qu'on est en train de faire. Je vous rappelle que la loi retraite est votée le 18 décembre. Je vous relate ça parce que ça va avoir des importances dans les mobilisations. Là, si vous regardez les projets, si vous lisez le blog de Mélenchon sur les campagnes qu'il a l'intention de faire et la façon dont il traite les questions sociales et syndicales, y compris quand il dit du haut du groupe parlementaire que c'est lui qui va donner la consigne pour les luttes sociales sur les ordonnances, etc., à partir de son groupe parlementaire. Donc on est en 2013. Là, 2014 arrive la loi Macron. En fait, la densification de l'opposition se produit. Parce que là, Hollande est allé jusqu'au bout du cercle. Hein, il a mis Valls, il a viré les Verts. Il y a encore un Montebourg, mais les virer devient nécessaire pour la ligne qu'il fait. Et même, me disait mon ami Vacheron, il dit pour la ligne qu'il fait, il faut aussi qu'il se débarrasse du Parti Socialiste. Parce qu'avoir une pression quelque part encore sociale qui passe au travers du parti n'est qu'un handicap pour lui, n'est qu'une gêne, ce qui d'ailleurs c'est vrai. Et à la fin, c'est quand même la pression qui est exercée et la résistance qui se fait contre la loi El Khomri qui fait que Hollande ne peut pas se présenter. Et quand Valls prend la succession, qu'il est battu. Je le dis toujours parce qu'il y a dans les bilans là récents, c'est la première fois en 100 ans que la gauche socialiste, ça aurait été mieux si ça avait été notre candidat, mais au travers Hamon, que la gauche socialiste l'emportait sur l'appareil. Réfléchissez, dans l'histoire du Parti socialiste, Marceau Pivert n'a pas réussi, il a été obligé de partir. La gauche à la Libération a essayé beaucoup de formules, mais n'a pas réussi non plus. Les chevènementistes, après 68, ont essayé beaucoup de formules. Ils ont imposé, ils ont fait avancer les choses, ils ont pris sur l'unité de la gauche, mais ils n'ont pas réussi non plus. Donc, nous avons réussi à ouvrir une fenêtre, elle sera historique, à les refermer, mais elle vaut la peine d'y rêver encore. On va ouvrir une fenêtre le 29 janvier en battant Valls après avoir écarté Hollande. Ne soyez pas modestes. C'est nous qui avons écarté Hollande. Ne soyez pas modestes. La première fois que j'ai dit Hollande ne doit pas se présenter, il est perdu et perdant, c'était en janvier 2016 au Bureau National. Vous lisez mes interventions parce que je les ai fait tout le temps, hein, et je l'ai répété pendant 1 an. Et la première fois qu'Ambadis m'a dit tu me vois aller dire au président qu'il ne faut pas qu'il se représente. Et moi au Bureau National je dis non seulement je te vois, je te le demande, et ça va se passer comme ça. Et dans tous les médias parfois j'ai marqué des points, j'ai dit il ne se présentera pas. Et c'est important cette histoire parce que l'argument qui était contre les primaires à un candidat unique, c'était que les primaires serviraient Hollande. Et moi je dirais il ne se présentera pas ou il sera battu. Et d'ailleurs le montage a été fait entre notre bataille pour les primaires que Cambadis n'a pas pu éviter, le fait qu'Hollande s'y rallie en espérant les gagner, que la loi El Khomri, la déchéance de nationalité, le prive de toute chance de les gagner, que nous faisons monter, on fait 14 manifs, on ne gagne pas, mais les 14 manifs écartent Hollande. Le rapport de force sociale, c'est 80% contre la loi El Khomri. Parfois on dit, vous n'avez rien, pas eu de résultat. On a battu Hollande. Et les 14 manifs de rapport de force sociale de la loi El Khomri, ils ont permis de battre Valls. Il n'y avait aucun doute quand on dit on bat Valls. Quand Valls se présente, vous m'avez discuté parce que j'étais à BFM et qui faisait son cirque, j'ai dit c'est à Gerbet, j'aurais pas dû dire ça, non. Mais c'est parce que j'étais avec les journalistes qui étaient en scène, je dis mais comment vous pouvez le mettre en scène, il va perdre. Et ils me regardaient tous comme si j'étais un allumé, et que non, Valls allait naturellement gagner. Mais c'était la logique de l'analyse, c'est-à-dire le rapport de force sociale et la crise du hollandisme par rapport aux aspirations de gauche. C'était fatal que ça se passe de cette façon-là. C'est nous qui étions en parfaite concordance entre l'analyse des rapports de force sociaux, la bataille que nous menions, la continuité de toutes les batailles sur les droits sociaux et du salariat,
Et l'arrivée, Hollande ne se présente pas et Valls s'est battu. Il s'ouvre une fenêtre de 11 semaines et c'est là où la gauche de ce pays a raté sa chance. Alors les deux sont responsables. Hein. Bon, mais Mélenchon, moi, si vous faites une part, je dirais 70% à Mélenchon et 30% à nous. Le fond, Mélenchon ne voulait pas d'accord depuis le début jusqu'à la fin. Même quand il a fait sa charte pour les législatives, même quand le PC le soutenait, il ne les recevait pas. Il ne voulait pas de direction collective. Donc il était évident qu'il ne voulait pas d'accord avec personne. Mais il a été estomaqué quand quand ça a été Hamon qui a été désigné. J'ai un témoin que vous ne devinez pas, qui s'appelle Jean-Jacques Bourdin, avec lequel maintenant, au bout de 12 interviews, j'ai des affinités à ma grande surprise. L'homme m'a dit oh, je suis pas socialiste, mais vous êtes un socialiste, un vrai, alors je vous respecte. Alors depuis, on a toujours un bon feeling. Et là, il m'a dit mais profitez-en, Mélenchon, je l'ai vu, il est KO debout, il est estomaqué, il comprend pas ce qui lui arrive. Vous êtes à 16 ou 17%, il est à 9%, signez tout de suite, allez-y. Et Hamon qui avait dit dès le 29 janvier, je signe, et qui avait dit je ne mettrai même pas ma candidature dans la balance, ne le fait pas, entouré par des zozos, une caméra, qui disent on signera avec lui quand il sera à 7%. Il le voyait à peu près secrétaire d'État à la jeunesse, quoi, vous voyez le genre. Et moi j'ai dit non, il faut signer. Et on est allé jusqu'au renversement, comme vous savez, là c'est plus récent. Donc voilà, moi j'ai fait tout, hein, y compris la réponse de Hamon à Mélenchon, qui n'est jamais sorti, je l'ai mis sur mon blog très tardivement, y compris le programme commun possible pour les deux. Je l'ai fait, là on est à l'oral, sur la demande informelle à l'époque de Ballas, et puis ça n'a servi à rien. Et quand Hamon est passé de l'autre côté, saboté par Hollande, par Valls, par Delanoë et tout ça, hein, qui sont responsables de la situation. C'est-à-dire qu'Hollande, il a trahi ses électeurs de 2012 à 2017. Il a trahi les électeurs de la primaire à laquelle il n'a pas eu le courage de participer en 2017. C'est énorme. Et Valls aussi, quand même. Et alors pourquoi l'ont-ils fait avec 1 mois et demi de retard? Si vous êtes interrogé, pourquoi? Moi, j'ai une explication. C'est que Valls a d'abord dit, bon, je tiens bon, d'accord, je reconnais ma défaite, etc., etc., parce qu'ils pensaient, eux, qu'il y aurait un accord avec Mélenchon. Et s'il y avait un accord avec Mélenchon, c'était gagnant. Et les sièges, ils étaient de ce côté-là. Mais quand il n'y avait pas l'accord avec Mélenchon, Hamon était perdant. Et les sièges, ils étaient du côté Macron. Donc ils ont attendu 1 mois et demi pour dire qu'ils étaient contre Hamon et qu'ils étaient pour Macron, mais pas pour des raisons idéologiques, et même pas parce qu'il y aurait eu un accord avec Mélenchon. Ils seraient restés. Ils seraient restés comme Strauss-Kahn voulait 2 lois sur les 35 heures. Ils seraient restés pour bloquer, freiner, tout ça. Ils n'auraient pas changé idéologiquement, mais ils seraient restés de ce côté-là. Et bien finalement, ils ne sont pas restés de ce côté-là, basculés de l'autre, et tout a été perdu. À la fin, Mélenchon l'a dit dans son interview du 14 avril 2017, quand même dans le Parisien, c'est « j'ai eu raison de résister à l'unité ». Et là, non seulement cette phrase-là est une conclusion, mais elle ouvre toute la période, à mon avis, dans laquelle nous sommes, parce qu'on ne fera plus rien sans faire, rengorger cette phrase-là. Dans ma conclusion, je voudrais vous dire quelque chose. J'ai fait un état rapide, hein. Tout ça est écrit et va être publié, mais nous partons du point de vue du salariat. Je ne dis pas classe ouvrière, je ne dis pas prolétariat, je dis salariat. Ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Sans base sociale, nous ne sommes rien. La gauche exprime les aspirations d'une base sociale. Nous sommes matérialistes. C'est la grande différence avec tous les autres. Le débat du dernier BN, c'était comment on va reconquérir un espace politique. On en tamponne de l'espace politique. On n'est pas dans une géographie vue par Le Monde, monsieur Le Parmentier ou par les journalistes de BFM.
Notre point de vue, c'est de partir des besoins objectifs, c'est des proches. Je les ai répété 1000 fois, ils ne connaissent pas bien dans le Parti Socialiste, sinon pas du tout. Des besoins objectifs des masses, de ceux qui sont exploités, de ceux qui sont opprimés. Pas tels qu'ils sont rendus dans la presse, tels que nous les analysons, les partageons et les vivons. Quand vous analysez quelque chose, vous partez d'abord de ce point de vue-là, et vous êtes sûr de ne pas trop vous tromper. Mais si vous partez de la géographie ou du dernier article du Monde, vous vous tromperez toujours. Ne partez pas des superficialités. Partez toujours de la force sociale que nous pensons, voulons incarner et défendre. Le salariat, c'est 93%. Bon, après, vous le savez. La deuxième chose, c'est que même avant qu'on fasse démocratie et socialisme il y a 24 ans, tous les camarades les plus anciens qui se connaissaient auparavant ont toujours été pour l'unité de la gauche. Prenez-la sous la forme que vous voulez, front unique, unité de la gauche, gauche plurielle, mettez les mots que vous voulez, ça. Il y aura sûrement encore d'autres mots qui arriveront, mais c'est toujours ce qui nous a guidés. Si vous ne rassemblez pas la gauche, si vous ne faites pas l'unité, vous ne pouvez pas défendre votre salariat. Le salariat est pluriel et divers, la gauche est plurielle et diverse. Unir la gauche, ça ne veut pas dire raboter sa diversité. Au contraire, tout le monde est divers, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, de la vision du monde ultime. Unir la gauche, c'est chercher les 12, 13, 14 points, ou parfois 4 ou 5 ou 6, peu importe, qui vous permettent d'agir en commun et de gouverner en commun, d'agir dans l'opposition et de gouverner en commun. Et chaque fois qu'il y a eu l'unité de la gauche, il s'est passé quelque chose dans ce pays. Chaque fois qu'il y a eu la division de la gauche, il ne s'est rien passé. La méthode Mélenchon, c'est de dire plus besoin de ça, je construis le parti qui va dépasser toute la gauche et tout le monde va s'englober, vous en viendrez tôt ou tard. Et je vois que ça influence des camarades, y compris proches de nous. Bon, allez, je le dis, puisque j'ai eu la discussion avec Emmanuel, même si elle était informelle, mais en disant, bon, peut-être les choses passent par là maintenant. Jamais on ne reconstruira la gauche avec un parti vertical, centraliste et plébiscitaire. C'est contraire à tout ce que nous avons bataillé. Nous voulons un parti pluraliste, démocratique et pluriel, au sens idéologique, mais qui agisse dans le sens du salariat. C'est le salariat qui compte, la base sociale qui compte. Je me plais toujours à dire que le salariat a 19 partis. Je prends les plus petits, y compris le parti maoïste, il en reste encore un, je ne sais plus. Enfin, il a 19 partis et il a 8 syndicats. Il faudrait dire 9 parce que la CNT existe un peu aussi. 9 syndicats. Et dans chaque syndicat, dans chaque parti de ce pays, il y a les mêmes débats. Il y a des droitiers, il y a des gauchistes, il y a des gens qui sont au centre. Il y a les mêmes débats. Et en fait, nous avons toujours plus ou moins écrit, nous étions pour un grand parti de la gauche unie, avec un droit de tendance à l'intérieur, une proportionnelle et une représentation proportionnelle qui permettent de cohabiter. Évidemment, pour faire ça, il faut que ce soit loyal, parce que dès que vous avez une tricherie, c'est fini. Donc il faut que ça soit loyal. Mais c'est tout à fait possible de supporter d'être minoritaire si c'est un grand parti pluraliste. Ça n'est pas possible de supporter d'être minoritaire dans un parti plébiscitaire, vertical et centralisé. Ça n'est pas le même problème, ça n'est pas la même bataille, ça n'est pas la même vision, ça n'est pas la même histoire. Et donc quand on est dans une situation où il y a le parti pluraliste se rabougrit, et dans une situation où il existe un peu ascendant, temporairement, un parti plébiscitaire, la ligne qui en découle, c'est de coordonner toutes les sensibilités qu'il peut y avoir et d'essayer de tout ce qui exprime, même de façon déformée, caricaturale ou positive, ou avec des aspects culturels importants, tout ce qui exprime le salariat, c'est d'essayer de le réunir. Et quand on fait ça, on revient aux sources de démocratie et socialisme. J'espère un jour qu'il y a des gens qui travailleront sur les 24 ans de notre revue. Je suis fier du collectif qui a animé cette revue. Je pense qu'on s'est quasiment jamais trompé. C'est une prétention énorme. Mais dites-nous sur quelles questions politiques en 24 ans on a fait un faux pas. Je ne vous parle pas de la tactique stratégique au jour le jour avec Emmanuel ou avec Mélenchon. Ça, je ne dis pas que c'est la stratégie de la tactique. Là-dessus, on a souvent tâtonné et on a même beaucoup de mal parce que ces gens sont assez tordus.
Ce qui fait que quand vous voulez avoir une ligne droite avec des gens qui sont tordus, vous avez un peu de mal à y arriver, quoi. Faut tenir compte de tous les impondérables. Mais sur le plan politique, au travers de tout ça, on s'est bâti cette image de ceux qui défendent les droits du salariat. Et je vois mon ami Fred qui me dit, il y a des points, juste, l'écologie est une question sociale. Bon, voilà. Et les finances publiques aussi. Et le féminisme. Voilà. Donc c'est comme ça que nous avons pris les choses. Et quand on prend les questions sociales, parce que l'année dernière, le Parti socialiste a voulu nous dire que ce seraient les questions identitaires, républicaines et institutionnelles qui l'emporteraient. Vous avez vu comment ça a sauté, même dans la campagne là, quand Badelis a été obligé pendant les 4 semaines de dire bon, alors, on écoute les ordonnances, on parle droit du travail, etc. Ce sera l'objet de mon intervention cet après-midi. Mais le salariat, l'unité de la gauche, les revendications qui permettent d'unir et de transformer les choses. Alors après, on n'est pas... L'unité, c'est la base politique. C'est quand je dis on ne s'est pas trompé pendant 24 ans. Non. On a même défendu à peu près les mêmes choses, à peu de variantes près, 1800, 60, 32, 20, 5 et 35. Mais on a défendu à peu près les mêmes choses toutes ces années-là. C'est quand même une certaine identité qui nous donne une certaine responsabilité. Et c'est pour ça qu'au moment où on a des choix plus compliqués à faire, parce qu'il s'est passé, qu'on doit encore analyser, on essaie de faire un bond en avant, d'autant plus qu'on a senti qu'on était poussé au-delà de ma modeste personne. Maintenant, les gens dans la rue me disent « tenez bon », alors il faut tenir bon, mais au-delà, on a une responsabilité plus grande. Donc c'est ça qu'il faut tirer de notre histoire. Et l'histoire est toujours utile, parce que les gens qui vous disent la vieille politique, mais sans passé, on n'a pas d'avenir. Les gens qui vous disent la vieille politique, mais sans théorie, personne n'existe. Les gens qui vous disent on va inventer une nouvelle gauche, mais ils inventeront rien. Ils redécouvriront qu'il faut se battre pour la retraite à 60 ans au mieux. Ils redécouvriront qu'il faut augmenter le SMIC, que la phrase la plus importante dans la vie politique à gauche, c'est de dire augmentons le SMIC et baissons les dividendes. Quand vous avez dit ça, vous avez condensé votre programme. C'est la redistribution des richesses. Et pour la distribution des richesses, on peut inventer un monde nouveau, ça c'est vrai. Mais au point où on est, moi j'en rêve toutes les nuits du monde nouveau. Mais ce que je veux, c'est augmenter le SMIC et réduire les dividendes. Parce que c'est la clé, c'est la porte du monde nouveau. Et donc l'angle d'attaque, l'approche liée à notre histoire et au groupe que nous voulons constituer, maintenant développer de façon, j'espère, beaucoup plus considérable que ce que nous avons fait dedans et dehors, c'est ça. J'ai une petite phrase encore, parce que je ne l'ai pas dite, mais ça découle de tout ce que j'ai dit. C'est que dans notre conception, quand nous sommes arrivés au Parti socialiste, on militait dedans et dehors. Ça ne se réduisait pas à une bataille d'appareil. On avait toujours dit que seul face à l'appareil, on perdrait toujours. Mais qu'il fallait s'appuyer sur le mouvement social. Et donc c'est pour ça que je vous ai parlé de novembre-décembre 95, des retraites, du non à l'Europe, de 2010 et de la loi El Khomri. Pour nous, ce qui se passe institutionnellement dépend du rapport de force sociale. 1981 est un effet différé de mai 68. 1997 est un effet différé de novembre-décembre 95. La victoire de Hollande est un effet différé des batailles sur les retraites ou du CIP de 2006. Et c'est toujours le mouvement social qui commande. C'est une autre différence théorique avec Mélenchon, qui pense qu'il y a une insurrection civique qui est possible. Il n'y aura jamais d'insurrection civique. Il y aura une insurrection sociale qui aura des conséquences civiques, électorales. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que ça se passe. Ce n'est pas l'élection qui fait la révolution, c'est la révolution qui fait l'élection. Et nous avons toujours donné la priorité au développement du mouvement de masse par rapport aux questions électorales, l'un nourrissant l'autre et l'un commandant l'autre de cette façon. Et c'est important pour bien comprendre qu'on ne s'est jamais illusionné sur le Parti socialiste. On est peut-être les seuls qui n'avons pas de sentiments. On n'est pas attendris par rapport au Parti socialiste. Oui, les gens ils vous disent. Oui, les gens ils vous disent vous avez un attachement. Non, on n'est pas attaché. On a travaillé dans ce parti parce qu'il était majoritaire dans le salariat, parce qu'il était pluraliste,
et avec la conscience qu'il fallait travailler dedans et dehors, dehors et dedans, et que c'est dans la mesure où on avait le rapport de force sociale qu'on pouvait y compris transformer le dedans. Et avec la certitude que les organisations traditionnelles, elles ne meurent que quand elles sont remplacées. Sinon, elles renaissent. Elles ne meurent quand elles sont remplacées, que quand l'espace politique, là pour le coup qu'elles ont dans le salariat, elles n'en ont plus. Et dans ce cas-là, évidemment, d'autres organisations peuvent exister. Mais s'il n'y a pas d'autres organisations qui remplacent, alors les partis traditionnels perdurent. Parce que la classe, le salariat est une classe dominée. Et donc elle est plus attachée que d'autres classes, que la classe dominante, à ses traditions. Or, la classe dominante, elle a déjà beaucoup de traditions. L'orléanisme et le bonapartisme sur presque 2 siècles. C'est-à-dire, dans la classe dominante, elle vit avec 2 courants, parfois avec des variantes, on vient de le voir. Alors, la classe dominée, elle vit encore plus avec ses courants, parce que ça stratifie sa mémoire. Et donc, elle est plus attachée pour qu'elle transforme ces organisations traditionnelles et puisse créer une force nouvelle, comme nous le voulons tous. Il faut que le mouvement social soit aussi profond que mai 68. Et la bataille électorale le confirme avec la transformation du parti de masse qui peut en résulter. Ça va, j'ai fini. Merci.